Du souffle à la voix, laboratoire aléatoire, inédit, extrait, lecture et miscellanée, un podcast irrégulier au format plus ou moins court, de et avec Sohen Kalim. Dimanche 15 mars 2015. Au sommaire aujourd'hui, le secret de Rilke, suivi d'un texte inédit, La Brèche, et en conclusion, un hommage à Terry Pratchett. Lorsqu'en 1919, Baladine Klossowska retrouva Rainer Maria Rilke, elle ne se doutait probablement pas qu'elle allait devenir son dernier amour, sa Merline comme il allait bientôt la surnommer. C'est qu'entre sa première rencontre avec l'écrivain, 12 ans plus tôt à Paris, et celle-ci en Suisse, Baladine avait eu 2 enfants, 2 garçons, Pierre et Balthazar. Rilke éprouva une réelle affection paternelle envers ces 2 garçons. Balthazar avait pour petite particularité d'être né le 29 février 1908. Un anniversaire, à peu près tous les 4 ans, ce n'est pas courant. Alors pour les 13 ans de Balthazar, il lui envoya le courrier suivant. Mon cher ami Balthazar, il y a nombre d'années, j'ai connu au Caire un écrivain anglais, M. Blackwood, qui dans un de ses romans émit une assez gentille hypothèse. Il prétend là que, toujours à minuit, il se fait une fente minuscule entre le jour qui finit et celui qui commence, et qu'une personne très adroite, qui parviendrait à s'y glisser, sortirait du temps et se trouverait dans un royaume indépendant de tous les changements que nous subissons. À cet endroit sont amassées toutes les choses que nous avons perdues, Mitsu par exemple, les poupées cassées des enfants, etc., etc. C'est là, mon cher Balthazar, que vous devriez vous faufiler la nuit du 28 février pour prendre possession de votre fête qui s'y cache, en rentrant à la lumière que tous les 4 ans. Monsieur Blackwood, si je ne me trompe pas, appelle le crack cette fente secrète et nocturne. Or, je vous conseille pour l'agrément de votre chère mère et de Pierre de ne pas y disparaître, mais d'y regarder seulement dans votre sommeil. Votre fête, je suis sûr, s'y trouve toute rapprochée, vous la verrez du premier coup, et peut-être aurez-vous la chance d'y entrevoir d'autres splendeurs encore. En vous réveillant le 1er mars, vous vous trouverez tout rempli de ces admirables et mystérieux souvenirs, et au lieu de votre fête à vous, vous en ferez une aux autres, généreusement, en leur racontant vos impressions émouvantes et en décrivant l'état magnifique de votre rare anniversaire, absent, mais intact et de première qualité. Longtemps, je crus que Rilke avait inventé cette histoire de toute pièce pour consoler le jeune enfant. Mais il s'avère qu'il a véritablement fait la rencontre de cet écrivain, au Caire, un certain Algernon Blackwood. À l'époque, Rilke avait démissionné de son poste de secrétaire pour Rodin. Il se jeta sur les routes. Il n'avait pas de maison, pas d'adresse, pas de foyer, pas de demeure permanente et pas d'emploi. Algernon Blackwood était pour sa part l'un de ces écrivains anglais baignant dans le culte du mysticisme, qui à l'époque était dans l'air du temps. Les séances de spiritisme, les sociétés secrètes, tout ça. Rilke ne goûtait guère à ses excentricités. Lorsqu'en l'été 1912, il rencontra à nouveau Blackwood, cette fois à Venise, ce dernier lui laissa un souvenir impérissable. Dans une lettre à la princesse Marie Taxi, Rilke le décrit affublé d'un tel attirail qu'on aurait pu le prendre pour un explorateur arctique ou un chasseur de lions. Et il ajoute, un brin ironique, qu'il est vrai que certaines personnes ont besoin d'un tel équipement pour pratiquer la profession d'écrivain. Toujours est-il que Blackwood a écrit et écrit beaucoup. Et s'il ne peut prétendre à la même postérité que Rilke, ses récits fantastiques ont frappé l'imaginaire de nombreux enfants anglo-saxons. Et parmi ses œuvres figure un ouvrage écrit en 1909, L'éducation de l'oncle Paul, dans lequel il est effectivement fait état de l'existence de ce crack. Balthazar deviendra le peintre Balthus, sa majesté des chats. Il hérita de Rilke le goût du secret, Rilke que Stefan Zweig décrivait comme ayant mené une existence silencieuse, mystérieuse et invisible. L'histoire ne dit pas si Balthus a trouvé le crack. Après tout, les chats ne parlent pas. Comme une histoire en appelle toujours une autre, en voici une que M. Blackwood n'aurait sans doute pas reniée. Une histoire aux multiples tiroirs, un abîme dans un abîme. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons voyager. Le 7 juin 1967, en Égypte, au beau milieu de la guerre des 6 jours, l'équipe de l'archéologue français Lucien Ivanoé
découvrit l'existence d'un complexe funéraire profondément enterré sous un temple dédié à Amon-Ré. Il était impossible de déterminer le nom du dignitaire enterré là. Les cartouches de ce dernier avaient été détruites au burin, une pratique courante en Égypte ancienne, puisque chaque transition de pouvoir donnait lieu à une réécriture de l'histoire, voire de la cosmogonie. Le site était connu de longue date et avait fait l'objet de nombreuses fouilles, mais cette chambre semblait n'avoir jamais été mise au jour, ni par les aventuriers, ni par les pilleurs. C'était une nouvelle incroyable et la promesse de grandes découvertes. L'équipe de Lucien Ivanoé parvint rapidement à percer l'entrée principale. Et effectivement, ce qu'ils y ont découvert fut incroyable, puisque près de l'entrée gisait le corps d'un homme. Pas n'importe lequel, néanmoins. Un poilu anglais de la Première Guerre mondiale, en tenue, avec fusil, baïonnette et même bout séché. La surprise était totale et le mystère profond. Il était absolument impossible qu'un tel homme soit parvenu jusque-là dans un tel attirail. Dans une des poches de son manteau, on découvrit une enveloppe intacte et à l'intérieur une lettre, dont voici la plus fidèle transcription. 29 juin 1916. J'ai toujours cru en la solidité du monde, dans cette idée qu'il est ordonné, que s'il est ce qu'il est, c'est que c'est ainsi qu'il devait être. Alors que je m'apprête à mourir demain, dans la boue d'une tranchée anonyme, la jambe traversée de part en part par une série de shrapnels, et qu'autour de moi tout ne sera que cris et détonations, je m'accroche à cette idée, celle que le monde est ordonné, et de là qu'une certaine forme de justice en découle. Le shrapnel, une invention anglaise, quelle ironie. Mais je dois mourir, c'est à ce prix que la brèche se refermera. J'ai débarqué au Caire, le 27 septembre 1910, le jour même de mes 20 ans. Je pensais Londres surpeuplé. Il faut croire que je n'avais jamais vraiment compris ce que le mot foule pouvait signifier. La chaleur écrasante mettait ce magma à ébullition, et j'aurais pu jurer voir l'air bouillir sur la terre poussiéreuse. Quelques mois plus tôt, au début de l'année, j'avais laissé Paris en proie au flot de la Seine pour entrer précipitamment à Londres au chevet de ma mère. Je l'ai retrouvée alitée et encore plus pâle qu'à l'accoutumée. Elle me fit promettre d'être un bon garçon, si Dieu venait à la rappeler à ses côtés. Je répondis en souriant que Dieu ne saurait commettre l'injustice de la soustraire à la vie avant de m'avoir vu marié. Elle mourut 3 semaines plus tard. Mon père tenait un négoce de café à Wardour Street, mais nous n'avions jamais été proches. Il fut gravement affecté par la perte, mais en bon gentleman, il tâcha d'en minimiser l'impact sur les affaires. Après les obsèques, il se jeta au travail, et je me retrouvai dans un premier temps assez désœuvré. Quelques amis tâchaient de me distraire, mais une mélancolie profonde semblait avoir pris racine en moi. Une des nombreuses connaissances que mon père fréquentait à sa loge maçonnique lui fit part d'une opportunité. Un des amis proches de ce dernier, membre éminent de la Royal Institution, recherchait un secrétaire pour un voyage d'études au Moyen-Orient. L'affaire fut vite entendue, et 2 jours plus tard, je faisais connaissance de Sir Solomon Brighton à l'occasion d'un salon littéraire. Sir Brighton ne m'expliqua en rien la teneur de ses travaux, mais il insista sur le fait qu'une rémunération confortable, ainsi que de solides lettres de recommandation, attendaient le jeune homme prêt à souffrir le désagrément d'un tel voyage. J'expliquai que j'étais un homme de la plus grande diligence et lui fis part de mon souhait de quitter Londres au plus tôt. Il fut alors convenu d'une date et je ne revis Sir Brighton que le jour même du départ, à King's Cross. J'étais alors profondément ignorant, et de l'histoire et de la géographie du Moyen-Orient. J'avais grandi en lisant les récits de Jules Verne, de Burton, et plus récemment de Kipling, si bien que mon imaginaire était plus habité par les Maharajas indiens et les tigres du Bengale que par les sultans. Bagdad n'était qu'un fantasme, et Jérusalem une cité biblique. J'y repense parce que Brighton aimait citer les évangiles. L'enfer, disait-il alors, voilà très précisément l'objet de ce voyage. Ou tout du moins, une de ses portes, une brèche. Et il ajoutait « Oh, rassurez-vous, jeune homme, je peux vous garantir qu'il n'existe rien de tel que l'enfer. Par contre, il existe des brèches dans la fabrique du réel, et c'est l'une d'elles que nous recherchons. » Il se lançait alors dans un récit alambiqué, l'histoire d'un voyageur arabe, dont le nom aujourd'hui m'échappe, qui vécut plusieurs siècles plus tôt, et qui à Bagdad y aurait traduit du perse une étrange légende découverte dans les réserves du calife. Cette dernière aurait elle-même été traduite du grec par un philosophe persan millénariste mort écartelé. Et cette étrange légende raconte l'histoire d'un centurion romain qui aurait découvert par hasard dans une colonie
un objet merveilleux, et qu'avec ce dernier, il avait pu rejoindre Rome en un pas seulement. Au Caire, nous ne sommes toutefois pas restés longtemps. Des hommes que je devinais à la solde du docteur vinrent nous retrouver dès le premier soir. Ils lui firent part de ce qu'ils avaient découvert, si bien que Sir Brighton décida de rejoindre le lieu des fouilles dès le lendemain. Il fallut 5 jours de plus à notre caravane pour rejoindre le campement principal, à dos de chameau. J'avais l'impression de fouler l'immobile surface d'un immense océan de sable. À la faveur de la démarche monotone de l'animal, la profonde mélancolie que je pensais avoir abandonnée à Londres refit surface. Autour de moi, aucun homme ne parlait anglais. Seul Brighton semblait n'être en rien affecté par la chaleur ou l'effroyable spectacle d'un horizon sans cesse ajourné. Nous atteignîmes enfin le campement principal. Il avait été établi au centre de ce qui avait dû être un immense temple égyptien. 3 volets de grandes colonnes, ornées d'étranges hiéroglyphes, dépassaient du sable et formaient comme une nef à ciel ouvert. En vérité, les colonnes étaient immenses, mais le désert avait pris possession des lieux et profondément enterré le corps du temple. Partout, des fouilles étaient en cours. Une vingtaine d'hommes, des Égyptiens pour la plupart, creusaient laborieusement pour dégager des passages. Dès notre arrivée, un homme que je devinais être le contremaître vint trouver Brighton et voulait lui parler, en tête à tête. Les 2 hommes s'éloignèrent et rejoignirent une tente non loin de là. Brighton ne dîna pas avec nous ce soir-là. Le contremaître, un Syrien, prétendit que le bey, comme il l'appelait, ne se sentait pas bien. Bizarrement, j'étais soulagé de me retrouver seul, pour la première fois depuis le début de cette odyssée. Je ne voulais pas me mêler aux ouvriers, qui pour la plupart étaient en train de jouer bruyamment à une sorte de jeu de dés. Une torche à la main, je partis faire le tour des colonnes les plus proches. À la lueur des flammes, les hiéroglyphes semblaient lumineux, tant certains pigments devaient particulièrement réfléchir la lumière. J'essayais de les lire comme on le fait des bas-reliefs, mais la succession de symboles ne faisait aucun sens. Je passais d'une colonne à la suivante, si bien qu'en peu de temps je m'étais rapidement éloigné du camp. Lorsque je m'en aperçus, je décidai de rentrer par le plus court chemin. Je marchais alors en direction du bivouac, quand soudain le sol m'avala tout entier. Le sable s'immisçait dans ma bouche et dans mes narines, tandis que j'essayais de m'agiter en tous sens. J'étais en train de m'étouffer dans le noir le plus absolu. Mon pied heurta quelque chose de solide qui se brisa sur le coup. Le sable se mit en mouvement, m'entraînant vers le bas. Il se déversa sur de la roche, et moi avec. Tout en crachant du sable ensanglanté, je me précipitais pour m'éloigner de l'écoulement. Très vite, un énorme tas de sable se forma du sol au plafond et vint boucher le trou. Il me fallut de longues minutes pour reprendre mes esprits et réaliser que je n'étais pas tout à fait plongé dans l'obscurité. Quelque chose, quelque part, semblait émettre une lumière. Je devais me trouver dans une chambre mortuaire. C'était étrange, car la lumière, bien que diffuse, n'avait rien de continu, comme si elle était traversée par d'innombrables mouvements. Elle provenait de la fente d'un coffre qui avait été dérangé par l'éboulement. Intrigué, j'avançai ma main pour l'ouvrir prudemment. Comment décrire ce que je vis alors ? Une espèce de sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Et à l'intérieur, il y avait le monde entier, non pas en version réduite, mais plutôt comme si l'on y avait juxtaposé, au même lieu et au même moment, non seulement tous les endroits du monde, mais également tous les moments, présents, passés ou futurs. Comment décrire ce qui semble défier la nature même du langage ? J'y vis mon père, simultanément demander la main de ma mère et assister à son enterrement. J'y vis les traits de la femme qui était faite pour moi et que jamais je ne rencontrerai. J'y vis des hommes étranges, vêtus d'accoutrements métalliques, marcher au fond des océans. Je m'y vis moi, m'observant dans un miroir, et j'étais mon propre reflet. J'y vis ce que nul homme n'avait encore vu et ne verra plus jamais. J'y vis un homme aveugle, ayant rêvé de l'impossible, dicter à sa mère l'histoire d'un Argentin amoureux de sa Béatrice, comme Dante l'était de la sienne. J'y vis un homme se vidant son sang dans une tranchée boueuse. J'y vis votre visage incrédule et vos mains moites, en train de lire cette lettre. J'y vis aussi mon cadavre, non pas au pied d'une croix blanche au sommet d'une verte colline française, mais ici même, dans cette pièce que vous avez découverte et qui sera mon tombeau.
Je sus immédiatement la nature de ce que j'avais sous les yeux, et qu'en tendant mes mains, je pouvais m'y faufiler comme l'on se glisse dans une brèche. Ma main droite s'avança, et avant même de réaliser ce que j'étais en train de faire, je me retrouvais à Hyde Park. J'ai toujours cru en la solidité du monde, dans cette idée qu'il est ordonné, et que s'il est ce qu'il est, c'est que c'est ainsi qu'il devait être. Un crime venait d'être commis. L'ordre immuable du temps avait été violé. J'avais traversé la brèche, mais je savais que je n'en étais pas ressorti seul. Je le sus commencer à respirer, sans y penser, et marcher sans chuter. Quelque chose quelque part s'était matérialisé, quelque chose de contre-nature, et cette chose-là allait se lancer à ma recherche. Pour ne pas nuire au monde, je devais disparaître à nouveau. Je me rendis chez moi, puis le lendemain à la banque pour récupérer mes économies. Ma disparition officielle ne fut connue de Londres que plusieurs semaines après ma mésaventure, et l'on attribua à un voleur sans scrupules le retrait frauduleux. J'avais entre-temps acheté une nouvelle identité et m'étais embarqué en tant que cuisinier sur un navire marchand. J'ai voyagé tout autour du monde. Et puis la guerre est venue, et avec elle la conscription obligatoire. Ce n'est qu'hier que je compris que je ne faisais qu'un avec l'image de l'homme gisant dans la tranchée. Je vais à ma mort, les yeux grands ouverts. Aujourd'hui, à la veille de celle-ci, j'écris cette lettre sans trop savoir pourquoi. Peut-être est-ce pour soulager ma conscience. De toute façon, la brèche doit être colmatée. Mon corps retournera en Égypte, et le monde sera à nouveau en ordre de marche. Ne vous fatiguez pas à la rechercher, cette brèche. Qu'une telle chose puisse exister, cela dépasse l'entendement. Alors, au cours d'un de mes voyages, j'ai abandonné l'orbe dans un lieu où nul homme n'avait jamais posé le regard, et où la brèche me révéla que nul autre que moi jamais ne le fera à nouveau. Je ne meurs pas l'esprit léger pour autant. S'il existe une brèche, c'est qu'il existe la possibilité d'une autre. Peut-être que celle-ci montre un avenir différent. Lorsque mon sang se dispersera, s'écoulera en rigoles d'eau et de terre mêlées, je penserai à celle que j'ai vue dans la mienne de brèche, et que je n'ai jamais cessé d'aimer depuis. Cet amour rachète-t-il mon crime? Aurait-il pu en aller autrement? Si tout ce qui doit être est déjà écrit, sommes-nous vraiment libres de choisir notre destin? Cela, la brèche ne me l'a jamais révélé. Lorsque le consulat parvint enfin à faire précipitamment évacuer l'équipe du professeur Ivanhoe, la guerre des 6 jours touchait déjà à sa fin. Il ne put emporter que la lettre comme preuve de sa découverte. Lorsque quelques années plus tard on retourna enfin sur le site, le corps du soldat anglais avait disparu. Gageons que Borges ne me tiendra pas rigueur de ce clin d'œil. Par ailleurs, il avait le goût du jeu et de l'imposture littéraire. Il y a quelques jours à peine, le romancier Terry Pratchett nous quittait à l'âge de 66 ans, bien trop tôt. Faire la liste de ce que je lui dois serait bien trop long. Terry Pratchett a participé à fabriquer mon imaginaire, c'est-à-dire à le libérer du réel, et ce faisant, il a contribué à faire du monde un endroit plus vaste et plus beau qu'il n'aurait été autrement. Quelle mission plus noble que de faire du monde un endroit meilleur. Pour cela, et pour tant d'autres choses, merci Monsieur Pratchett. C'était Du souffle à la voix, un podcast de et avec Sohan Kalim. Rendez-vous sur le blog pour en savoir plus, www.sohankalim.fr.